Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous du Face à Face de ce mardi. Nous sommes 26 novembre. Je reçois pour vous un océanographe. Océanographe, est-ce que ça se forme au Bénin ou pas? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous parlerons de la situation des pêches béninoises en 13 minutes. Docteur Christian Adjé, bonjour. Bonjour Moriagua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes océanographe, chercheur à l'Institut des recherches halieutiques et océanologiques du Bénin. Oui. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez accepté de venir nous parler de la situation des pêches béninoises. Dites-nous, est-ce que le Bénin forme des océanographes? Un océanographe, c'est quoi? C'est qui? Bon, merci Moriagua. D'entrée de jeu, je dirais qu'un océanographe, c'est un acteur de l'espace marin. C'est comme son nom l'indique, océan. Donc, c'est un acteur de l'océan. Et nous avons plusieurs types d'océanographes. Nous avons des techniciens océanographes, des ingénieurs océanographes, des docteurs océanographes, donc, et plus. Donc, voilà un peu d'entrée de jeu ce que je peux dire par rapport à un océanographe. Vous êtes docteur en océanographie, oui. Donc docteur océanographe, et vous avez fait des études entre le Bénin et Rimouski, le Canada. Oui. Et donc vous avez décidé de nous parler un peu de la situation des pêches béninoises aujourd'hui. Et dites-nous, les pêches d'habitude se font dans les lacs, lagunes, l'océan. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est possible d'avoir encore suffisamment du poisson comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans? Merci, Boris. En fait, je vais beaucoup étonner parce que, comme tu t'attends à entendre, nous n'avons plus assez de poissons, malheureusement. Malheureusement. Si on recule un peu en arrière, dans les années 70, les gens pêchaient peut-être au Bénin, les gens pêchaient autour de 100 000 tonnes de poissons. En tout cas, en une année? En une année. En une année. Je mets aussi les plans d'eau, comme le lac Lokoué, le lac Aïmé et l'océan, la mer, qui est devant nous. Donc, au cours d'une année, dans les années 70, on pêchait autour de 100 000 tonnes. Malheureusement, progressivement, cette pêche a baissé dans le temps. Rendu dans les années 90, on est déjà à moins de 50 000 tonnes. C'est ça. Vous voyez, on est déjà à près de la moitié. Et les 30 dernières années, la pêche a fluctué autour de 40 000 tonnes. Vous voyez, c'est dangereux. 40 000 tonnes l'année. 40 000 tonnes l'année. Oui. De près de 100 et quelques, oui, nous sommes rendus à près de 40 000 tonnes l'année, surtout les 30 dernières années. Donc, vous voyez que les statistiques, ça baisse progressivement. Alors, et quelles sont les raisons qui sont à la base de ces statistiques qui s'abaissent progressivement? Oui, bon, si on veut... C'est les méthodes de pêche ou qu'est-ce qui se passe? Voilà, si on veut un peu incriminer un peu la situation, en fait, c'est la pêche. D'accord. Comme première cause, c'est-à-dire nous allons prélever. D'accord. Nous allons prélever. Quand vous allez prélever quelque chose sans une barrière, vous voyez que progressivement ça baisse. Parce que quand on fait le prélèvement, il faut que ça suive un peu le rythme de reproduction de la ressource. D'accord. Quand on ne fait pas ça, c'est que vous mettez en péril la ressource. C'est un peu comme le levage qu'on fait. Hein. Vous faites le levage de poulet et tous les jours, les gens viennent acheter. Je veux 2, je veux 3, je veux 4, tu prends tous les jours, tu vends sans contrôler ce que tu as là-bas. Un jour, je suis sûr que tu vas prendre le dernier. Voilà ce qui se passe un peu en mer. Dans les plans d'eau. Mais comment contrôler? Qui devrait contrôler? L'océan est là, disponible, n'importe qui peut prendre une barque et aller pêcher. Voilà. Le lac est là. Normalement, en tant qu'océanographe, quel système devait être mis en place pour veiller à tout cela? Les ressources halieutiques font partie des ressources communes, des ressources naturelles. C'est ça. Mais communes, ça veut dire que c'est un bien public. Toi et moi, nous avons droit. Tout le monde a droit. Nous sommes d'accord. J'avais dit dans un ouvrage, mon premier ouvrage que j'ai rédigé en 2014, que j'ai fait un peu de l'économie en disant toute ressource ou bien tout bien qui n'a pas de barrière, la rente est dissipée. C'est-à-dire tout le monde peut rentrer, on prélève. Et comme je l'ai dit tantôt, sans suivre le rythme de reproduction, un jour vous allez prendre le dernier. C'est la même chose qui se passe actuellement. Donc les gens rentrent dans la pêche, tout le monde pêche et on ne contrôle pas ce que les gens prélèvent. Finalement, on va prendre. C'est ce qui se passe exactement. Dans ma thèse, par exemple, j'ai fait le point des engins que les gens utilisent. Les méthodes de pêche au Bénin, c'est catastrophique.
C'est catastrophique. À peine, je trouve un seul engin sur une vingtaine qui respecte un peu les normes, qui pêche de façon sélective. Sinon, tous les engins sont non sélectifs aujourd'hui, c'est-à-dire pêchent tout. C'est-à-dire, nous avons en mer près de 4000 espèces. Il y en a encore, même qu'on n'arrive même pas encore, des ressources marines que nous n'arrivons pas encore à inventorier. Donc, il y en a beaucoup. Dès que l'engin n'est pas sélectif, c'est-à-dire ne prend pas une seule espèce à la fois, qui doit prendre plusieurs espèces, puis encore, c'est que ça n'exclut pas les tailles, ça devient dangereux. Alors, mais vous n'avez pas répondu toujours à ma question. Hein. Oui. Qui doit veiller à l'utilisation de ces engins Qu'est-ce qui doit aller dans l'eau? Quand est-ce qu'il faut pêcher? Voilà. Et pourquoi, comme je l'ai dit, pourquoi ce n'est pas fait? Il n'y a pas eu des études pour orienter l'État à veiller sur ces questions? Oui, comme j'ai dit, c'est un bien public. Et tout ce qui est public, c'est l'État qui réglemente. Normalement, c'est l'État qui réglemente. Et comme vous l'avez dit, dans plusieurs pays au monde, c'est comme ça se fait. L'État réglemente l'entrée dans la pêche. On contrôle. Et en amont, nous faisons des études pour faire l'évaluation des ressources halieutiques, c'est-à-dire pour estimer la quantité de poissons que nous avons, que ce soit sur un plan d'eau, que ce soit en mer. Et par rapport à ça, nous donnons des quotas. On envoie des quotas à la direction des pêches pour dire, cette année, par rapport à la quantité de pêche de poissons que nous avons, voilà le quota de poissons qui est tolérable. D'accord? Pour ne pas mettre en péril le stock. Donc, par rapport à ce quota-là, la direction des pêches doit répartir ça pour les bateaux qui pêchent. Pour dire, toi, tu vas pêcher peut-être 2 tonnes, l'autre va peut-être 4 tonnes, 5 tonnes dans l'année. Donc, pour rester dans cette fourchette. Si vous ne faites pas ça, vous négligez ce paramètre, c'est sûr que nous allons nous retrouver là où nous sommes là. Surtout pour la mer. Progressivement, maintenant, nous allons le transformer en un désert de liquide. Désert de liquide. Il n'y aura plus de poissons pratiquement. Oui. Il n'y a pas de barrière quand même dans la mer, donc les poissons vont migrer forcément d'ailleurs pour venir chez nous. Voilà. Bon, oui, c'est ça. Bon, c'est ça qu'on pense. D'accord. C'est ça qu'on pense, mais la réalité n'est pas ça. En mer, il y a plusieurs paramètres qui déterminent la quantité de stock que vous avez. C'est ça. Si vous prenez par exemple au large du Sénégal, Mauritanie et autres, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils continuent de débarquer des centaines de tonnes par jour. Wow. Ce que nous, on pêche en une année. Avant. Donc actuellement, la Mauritanie, au niveau des côtes mauritaniennes, les côtes sénégalaises continuent. En fait, si je veux même conclure, je dirais aussi, c'est les seuls endroits au monde actuellement, je dis au monde actuellement, où il y a du poisson. En Europe, est-ce que c'est parce que ces milieux sont plus favorables aux poissons? C'est plus favorable, c'est pour ça que je le dis. En tant qu'océanographe, je vous dirais, et si on avait le temps, j'allais vous dire quelques paramètres qui rentrent en ligne de compte. Nous avons le fond marin qui rentre dedans. Comment le bas là est tapissé. C'est ça. Il y a ça. Non seulement ça, nous avons des situations qu'on appelle des upwelling, des situations d'upwell ou des remontées d'eau qui se font de façon régulière. Okay. Quand vous n'avez pas ça régulièrement, ces paramètres-là, vous n'avez pas ça sur votre côte, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas être favorable pour les poissons. D'accord. C'est un peu comme aussi dans la brousse, hein, on ne trouve pas tous les animaux partout. Malgré que c'est une brousse, vous pouvez rentrer dedans et ne rien trouver. Tout à fait. Mais vous allez ailleurs, vous allez trouver des animaux. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qui fait que cet animal est à cet endroit? C'est ça, c'est forcément il y a quelque chose qui l'attire. C'est ça. À part ça aussi, nous avons des courants marins que les poissons suivent un peu. À part ça également, nous avons la température qui détermine beaucoup. La température ambiante qui détermine beaucoup dans l'eau. Si vous allez au Canada, vous allez voir qu'il fait très très froid. Vous êtes venu une fois là-bas. On s'est rencontrés. Vous avez vu, il fait très très froid. Les gens, actuellement, nous sommes au mois de novembre. Donc, ils seront déjà autour de moins 10, moins 20, d'accord? Vers janvier, ils seront à moins 40, je dis moins 40. Les plans d'eau comme les lacs Nokoué gèlent totalement. Donc, il y a des poissons qui aiment cette température, d'accord? Donc, ils vont immigrer vers là-bas. Il y a d'autres qui aiment les températures un peu plus élevées, comme chez nous, où nous sommes à 30 degrés ou 25 degrés, d'accord? Donc, nous avons des poissons également qui sont chez nous. Mais la richesse que nous avons, les gens le disent souvent, que le continent le plus riche au monde, c'est l'Afrique. D'accord. Nous sommes vraiment riches. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Même dans le domaine océanographique, nous avons plus d'espèces que les pays tempérés, c'est-à-dire les pays où il fait plus froid. Eux, ils ont beaucoup plus de biomasse, c'est-à-dire ils ont très peu de ressources, très peu de diversité en fait. Quand on prend les espèces, ils en ont très peu, mais en grande quantité. Qui peuvent se reproduire à cause de la température, qui peuvent se reproduire en grande quantité. Donc leur prélèvement, en fait, dans la gestion, c'est plus facile pour un gestionnaire chez eux qu'ici. Ici, nous avons de milliers d'espèces, mais en très peu de biomasse. Ok, d'accord. Très peu de biomasse. Donc, si vous ne savez pas faire, le prélèvement, vous allez porter atteinte à ces ressources. C'est-à-dire, vite, les espèces vont disparaître. C'est ça. Quand nous on fait des travaux aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des espèces que nos parents connaissaient,
mais qui aujourd'hui n'existe plus. N'existe plus. Ça veut dire qu'on a pris jusqu'au dernier poisson. Le temps passe vite. Pour ceux qui sont en train de nous suivre ou qui viennent de se joindre à nous, nous recevons aujourd'hui Dr Christian Adjei. Il est océanographe. Nous parlons de la situation des pêches dans nos eaux, l'océan, lacs et lagunes. Dr Christian Adjei, on va aborder les solutions. Alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut quand même pour que dans quelques années, après nous, on ne parle pas de zéro poisson dans nos eaux? Oui. Tantôt, j'ai dit que le seul endroit au monde actuellement où il y a plus de poissons, c'est les côtes africaines. Mauritaniennes, oui, j'avais dit ça, africaine, d'accord. Mais malheureusement, c'est que nous allons très vite porter atteinte à ça parce qu'il y a toutes les flottes du monde qui sont déjà en Mauritanie depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que la européenne, même américaine, tout ça, chinoise, tout ça. Ces flottes-là sont là en train de pêcher. Comme ils l'ont fait, ils ont mis en péril les autres stocks du monde. Nous sommes d'accord? Bon, malheureusement, c'est que dans les autres pays, ils ont pris très tôt des solutions. Ils ont mis des stratégies pour contrôler. C'est la même chose qu'on fait, par exemple, sur le continent. Les forestiers identifient des endroits qui sont plus biologiquement plus riches, d'importance ou ça, et on fait une réserve. On fait des réserves. Réserves forestières. Réserves forestières, oui. Et puis on fait des réserves et on contrôle maintenant l'exploitation. Quand on ferme, ce n'est pas pour empêcher les gens d'aller exploiter les bois, mais on contrôle. On va vous dire quelles sont les espèces et quelles sont les espèces et quelle quantité de bois il faut couper. C'est la même chose qu'on fait en mer, qu'on appelle aire marine protégée. On va parler des aires marines protégées, certainement quand je vous inviterai une prochaine fois. C'est ça, j'aurai l'occasion de Donc ça fait partie des solutions. Oui, ça fait partie des solutions qu'on fait. Et au Canada, par exemple, les gens appellent aussi des stratégies qu'on appelle le ZEC. Le ZEC, c'est des endroits aussi qui ne sont pas des aires marines protégées, mais on contrôle. D'accord. Tout à l'heure, je l'ai dit, par rapport à l'estimation que nous faisons par an, normalement, on doit contrôler la pêche. C'est-à-dire quelle quantité tel bateau doit pêcher, quelle quantité ça doit pêcher. Ça s'appelle aussi pêche contrôlée. Ça, c'est une stratégie que jusque-là, nous ne faisons pas encore au Bénin. Tout le monde va pêcher et on va pêcher, on pêche, on continue de pêcher, ce qui n'est pas bien. Ce sont des stratégies. Troisième stratégie, c'est de revoir les méthodes de pêche, les engins que nous utilisons. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait l'inventaire d'une vingtaine d'engins. À peine un seul engin respecte un peu les normes. C'est-à-dire qu'il pêche, qui n'est pas sélectif. Donc, nous devons faire tout possible pour contrôler ça. Quels sont les types d'engins que nos pêcheurs amènent sur les eaux? Que ce soit en mer, que ce soit ceci. Donc, nous devons contrôler ça et leur dire les inconvénients, en fait. Et par rapport à ça, nous allons réduire un peu les impacts que les gens... En plus de ça aussi, nous avons la pollution. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir la pollution des eaux. Nous avons des pollutions des eaux. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que tout ce que nous gérons, nous produisons sur le continent, finit en mer. Mais oui, tout à fait. Oui. Ce qui est vraiment dommage. Les mers aujourd'hui s'essoufflent. Oui, le phénomène de ballastage, on balance tout en mer, nos déchets, tout ça, on va les jeter en mer comme si c'était un dépotoir. D'accord? Tout ça, on est en train de polluer l'habitat du poisson. Au polluer l'habitat, le poisson ne pourra plus vivre. Finalement, il va mourir sans même qu'on le pêche. Donc, voilà un peu quelques stratégies très vite sur lesquelles il faut travailler. Par rapport aux AMP, comme j'ai dit, j'ai écrit des ouvrages là-dessus. Oui. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus en détail. Pour ceux qui sont intéressés par les aires marines protégées. Mon premier ouvrage qui est sorti en Europe en 2014, vous tapez adjei.h.christian sur n'importe quel moteur de recherche, Google ou bien Amazon, vous allez le retrouver. Oui, c'est déjà en ligne. Et donc, on aura l'occasion d'en parler un peu. Ma thèse également porte spécifiquement sur le Bénin. C'est ça. Quelles sont les contributions? Après avoir écrit pour Le Monde, je suis retourné au pays. Donc, ma thèse est proposition des marines protégées. Voilà comment nous allons faire actuellement, pour que aussi on puisse préserver nos ressources. On va en parler. Christian Adjei, le temps passe tellement vite, docteur. Est-ce que vous avez un mot de fin, un appel à lancer aux Béninois? Oui, un appel que je pourrais lancer aux Béninois, surtout aux autorités, c'est de nous aider. Nous avons la compétence, nous avons les ressources. Nous sommes là. Si on n'est pas resté à l'étranger, c'est pour quand même préserver nos ressources. C'est parce que nous sommes notre pays. Vous êtes rentré pour préserver les ressources. Vous êtes venu là-bas. Vous avez toutes les conditions pour rester. Entre la France, le Canada et le Sénégal. Tout à fait. Donc j'aurais pu rester également là-bas, mais nous sommes là. Mais malheureusement, les gens, ils préfèrent toujours tourner là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous faisons confiance pour qu'on puisse gérer le peu que nous avons. Quand on a peu, on ne paie pas ça, j'espère. Hein?
On dit quand on a un seul, on fait tout possible pour que ce seul-là soit meilleur. Tout à fait. Voilà, nous avons très peu de ressources, donc Merci. il faut qu'on puisse les préserver. Voilà ce que je dirais aux autorités. Merci beaucoup, Christian Agé. Merci d'être venu éclairer la lanterne des Béninois. Nous avons reçu Dr Christian Agé. Il est océanographe, il est chercheur à l'Institut de recherche halieutique, des recherches halieutique et océanologiques du Bénin. Il est spécialiste dans la gestion des ressources maritimes, auteur de plusieurs ouvrages. Nous avons parlé de la situation des pêches béninoises, la rareté des poissons, pêchés, la pauvreté continue des lacs, lagunes et océans. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous prendrez des dispositions pour que nous puissions avoir toujours du poisson dans nos eaux. Bonne suite avec Natacha Kofi.